Merci de nous retrouver sur Tri TV pour l'actualité. Au sommet de cette édition, la coordination nationale des syndicats de l'éducation menace de boycotter les évaluations. Hier lundi, elle a appelé les enseignants à suspendre les évaluations à compter d'aujourd'hui. Le point de la conférence de presse animée hier dans un instant. Et puis les premières images de Ali Bongo Ondimba depuis son hospitalisation publiées à l'issue d'une visite que lui a rendue le roi du Maroc Mohamed VI. Le président gabonais poursuit sa convalescence au Maroc depuis quelques jours. Bon appétit à vous qui êtes à table. Je vous l'annonçais en titre, la coordination nationale des syndicats de l'éducation appelle les enseignants à suspendre les évaluations sur toute l'étendue du territoire national. Appel fait hier lundi au cours d'un point de presse animé par la coordination. Une sortie qui fait suite à celle du gouvernement le vendredi 30 novembre où l'exécutif a fait le point sur l'adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation. Le reportage de Serge Badou. 11 mois après la signature du protocole entre la coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement, le bilan selon la coordination est déplorable. Selon eux, le premier désengagement qui porte sur l'adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche indiquait, en attendant l'aboutissement de ce processus, le gouvernement s'engage à octroyer une bonification d'un échelon à tout le personnel du MENA pour compter du 1er janvier 2018. Mais force est de constater que rien n'est fait. À la date d'aujourd'hui, aucun de ces engagements n'est mis en œuvre. Le gouvernement affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas de base légale pour octroyer la bonification d'échelon au personnel de l'éducation et de la recherche. En ce qui concerne le statut valorisant, sur lequel les travailleurs de l'éducation nourrissent un grand espoir, les travaux de son élaboration ont été suspendus après 2 sessions de discussion à Koudougou à la demande de la partie gouvernementale pour, dit-elle, rendre compte au gouvernement. Également sur les points 2 et 3 de la plateforme portant sur l'amélioration de l'accès à l'éducation et l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif, la coordination estime que la situation est tout aussi préoccupante. En effet, le kit pédagogique qui constitue un intrant capital pour l'implémentation de la qualité de l'éducation n'est pas toujours une réalité. Plus de 2 mois après la rentrée scolaire 2018-2019, le problème reste posé dans son entièreté. Au regard de la situation, la coordination tient à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences suivantes. Prendre l'opinion nationale à témoin, en particulier les autorités coutumières et religieuses et les parents d'élèves qui ont interféré dans la signature du protocole d'accord afin que le gouvernement n'ait point dans la dynamique de tenir ses promesses. Appelle les travailleurs de l'éducation et de la recherche, en attendant la fin de ces assemblées générales, à suspendre toute forme d'évaluation pour compter du lundi 3 décembre 2018 à 24 heures. La coordination assure que le dialogue avec le gouvernement n'est pas interrompu. En rappel, un protocole d'accord avait été signé entre le gouvernement et la coordination le 27 janvier dernier. Les financements innovants comme alternative au financement de politiques de développement, c'est sous ce thème que s'est tenue hier lundi la 2e session du conseil d'administration du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les agents du ministère entendent ainsi définir de nouvelles stratégies afin d'optimiser la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Le compte rendu de Maxime Jean-Eudes Bambara. Dans un contexte national où tous les domaines sont prioritaires, les agents du ministère de l'économie, des finances et du développement réfléchissent à de nouvelles stratégies pour la mobilisation des ressources conséquentes à la réalisation des projets et programmes dans tous les secteurs du développement. D'où le thème de la 2e session du conseil d'administration du secteur ministériel qui porte sur les financements innovants vus comme alternatives au financement de politiques de développement. Il faut réfléchir sur des alternatives pour mobiliser suffisamment de ressources et les financements innovants se présentent comme une solution. Et donc aujourd'hui, le CACEM, qui est l'instance, la plus grande instance de réflexion sur les sujets majeurs,
concernant le département va réfléchir sur ce thème et proposer des recommandations pour permettre effectivement l'opérationnalisation d'un certain nombre de financements innovants pour mobiliser suffisamment de ressources et faciliter la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Pour les mécanismes de financement innovants, les regards sont tournés vers l'actionnariat populaire, la mobilisation des ressources auprès de la diaspora, la mise en place de fondations à but spécifique, le lancement d'une loterie nationale de développement, entre autres. Si certains s'inquiètent quant à la situation économique du pays en termes de mobilisation des ressources, pour la directrice générale des études et des statistiques sectorielles, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tout à l'heure, j'ai rappelé les grandes réalisations de notre ministère et j'ai oublié de vous indiquer qu'au cours de 2018, 1359 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'ensemble des régies de recettes. Et pour l'année 2019, l'objectif de mobilisation est de 1697 milliards plutôt de francs CFA. Et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Cette rencontre a également servi de cadre aux acteurs de l'économie de dresser le bilan des actions menées en 2018, mais aussi de définir de nouvelles perspectives. Et pour 2019, ces acteurs entendent renforcer les capacités d'analyse et de prévision économique, optimiser la mobilisation des ressources, renforcer la lutte contre la fraude et la corruption et poursuivre la mise en œuvre des réformes institutionnelles, organisationnelles et réglementaires. L'appurement du foncier urbain a fait l'objet d'une rencontre à Bobo-Dioulasso entre le ministre Bonané de l'Urbanisme et de l'Habitat, les responsables d'organisations de la société civile et les maires des arrondissements de la ville. Objectif, échanger sur la mise en place des commissions ad hoc déconcentrées pour l'appurement du foncier urbain au Burkina Faso. Le récit de Mami Kamabou. Après les maires des différentes communes de Ouagadougou et les responsables des organisations de la société civile, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rencontré les responsables d'OEC des arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Au cœur des échanges, la mise en place de commissions ad hoc déconcentrées pour l'appurement du foncier urbain. Nous sommes à Bobo-Dioulasso où donc nous avons eu cette première rencontre avec les maires des arrondissements, le maire central, les différents responsables administratifs, afin que nous puissions nous accorder sur les contours de cette opération. Vous avez suivi les discussions, la rencontre a été très fructueuse et très enrichissante. Un certain nombre d'inquiétudes que les responsables des collectivités locales avaient ont été évoqués et je crois engagement a été pris par tous les acteurs de mettre tout en œuvre pour le succès de cette opération. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment des occupations illégales des parcelles dans des arrondissements et la question de la promotion immobilière. Le ministre souligne que les mesures fortes seront prises pour une gestion transparente dans cette opération. Ces dernières années, il y a eu des dérives dans la gestion du passif, des attributaires qui n'y avaient pas droit, qui ont eu, des attributaires ceux qui devaient être attributaires qui n'ont pas été attributaires. Il y a aussi la violation de la destination des espaces. Vous savez que dans un aménagement, il y a des espaces réservés au commerce, des espaces verts, des espaces réservés à l'habitation. Nous devons pouvoir faire à travers ces commissions ad hoc un point exhaustif de toutes ces situations et comme on le dit, nous devons pouvoir mettre de l'ordre dans cela, de manière que nous ayons une gestion transparente et vertueuse du foncier urbain dans notre pays. Au terme de cette rencontre, de membres d'OEC sont favorables à ces statuts et comptent accompagner le gouvernement pour l'appurement du passif du foncier urbain dans la ville de Bobo-Dioulasso. Fin de la 7e conférence ministérielle sur le rôle de la femme dans le développement des États membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. L'autonomisation de la femme a nourri les débats. La rencontre de Ouagadougou s'est achevée samedi avec comme principale recommandation la formation des femmes dans les filières scientifiques. L'économie de la clôture de la cérémonie avec Sanata Séré et Sonia Kokti.
2 jours durant, les représentants des pays membres de l'OCI ont discuté sur la question de l'autonomisation de la femme. Cette session a permis aux participants de présenter les adversités auxquelles sont confrontées les femmes et de formuler des recommandations. Selon le président du FASO, ces recommandations permettront d'œuvrer à une autonomisation de la femme dans les États en vue de renforcer le développement à la base. Cette 7e session de la conférence a offert un cadre de réflexion en vue d'un partage d'expériences et d'une mutualisation des efforts entre pays frères et amis dans le but de parvenir à un développement durable et inclusif. La disponibilité de l'engagement personnel de chacun de vous ont permis de formuler des recommandations pertinentes dont nous pouvons être légitimement fiers. Ces recommandations font ressortir les préoccupations légitimes des actrices et acteurs étatiques et non étatiques sur les stratégies novatrices que nous devons de développer pour une optimisation de la contribution efficiente de la femme au développement de notre espace commun. Selon la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, 18 déclarations ont été validées au cours de cette 7e session. Et cette déclaration dite de Ouagadougou a mis un point d'honneur sur la formation des femmes dans les filières scientifiques. Nous voulons aujourd'hui donner l'opportunité aux femmes dans tous les secteurs de pouvoir évoluer et dans tous les pays membres de l'OCI. La déclaration de Ouagadougou compte sur la formation en sciences dans les filières scientifiques aux femmes. Donc nous allons mettre l'accent pour vraiment permettre aux femmes d'avoir l'accès à l'éducation, surtout l'éducation de pointe sur tout ce qui est scientifique. Et il y a eu plusieurs résolutions, c'est vraiment l'ensemble des résolutions sous-entendent l'implication des femmes dans toutes les sphères de développement dans les États membres. Cette rencontre de l'OCI était également l'occasion pour le président du FASO de lancer un appel aux États membres de l'organisation et aux partenaires au développement pour une mise en œuvre diligente des conclusions de cette session et un accompagnement soutenu pour une atteinte des objectifs. La 7e édition des journées communautaires met l'accent sur la prévention et l'accompagnement des malades. Débuté hier, 3 décembre, des communautaires et des médecins ont porté leurs réflexions sur des maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le VIH. Sylvie Thiam-Toré pour Le Point. Les communautés du monde de la santé fédèrent chaque année leurs efforts pour voir comment ils pourront contribuer à améliorer la santé des populations au Burkina Faso. Cette 7e fois, ils réfléchiront sur le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, la santé de la reproduction et un accompagnement aux efforts de l'État qui trouve tout son sens au vu de la situation économique du pays. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas tellement de ressources. Il faut travailler à la prévention pour minimiser, pour que les gens arrivent dans les hôpitaux. Si les gens savent comment faire pour éviter les maladies, pour ne pas arriver à l'hôpital, c'est ça qui est le meilleur. Sur le terrain, en plus de la sensibilisation, il y a l'accompagnement des malades, des actions communautaires qui interpellent le gouvernement à plus d'efforts. Ces occasions de mobilisation communautaire constituent aussi des occasions de plaidoyer parce qu'il y a encore des partenaires qui souhaitent s'investir aux côtés du monde communautaire pour les accompagner. C'est pour cela que nous avons avec nous des partenaires très importants. La présence du Grand-Duché du Luxembourg autour de cet événement marque son intérêt pour accompagner toujours le monde communautaire. La part contributive de l'État et l'accompagnement surtout technique dans la signature de conventions entre l'État et des associations pour faciliter leur reconnaissance sur le terrain. Une visibilité que souhaitent ces exposants qui soutiennent les efforts du gouvernement par la prévention. Cette prévention, d'abord, passe par la concertation, la désignation des personnes de ceux qui vont faire la formation. Comme il s'agit donc des bénévolats, les gens vont aller faire d'abord une formation qui leur permet d'acquérir la connaissance nécessaire pour envoyer le message. Et maintenant, nous également passons maintenant à l'acte qui est donc de planifier une activité dans un CSPS et à travers donc les secteurs. En tant qu'acteur qui intervient auprès des communautés, ce sont ces cadres-là qui permettent également de nous connaître, de nous faire connaître, de savoir qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour qui ajoutent la pierre à la pierre ou de la terre à la terre pour que ce pays-là avance, surtout en matière de santé. Les appuis financiers et sécuritaires demeurent les préoccupations majeures de ces associations qui en espèrent plus pour mieux agir sur le terrain. Le lancement officiel du Ciné Droit Libre est prévu pour le 8 décembre prochain. Hier lundi, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse de lancement des activités de l'événement. On apprend dans la foulée que la question de la justice sera au cœur des réflexions. Michael Tougri et Mami Kamabou nous en disent plus.
Pour l'édition 2018 du festival Ciné Droit Libre, la justice est au cœur des débats. Et le thème de cette édition est évocateur. Justice, levez-vous. Un procès de la justice qui sera entendu à travers des films, des débats et de la musique. Cette édition marque aussi un arrêt pour rendre un hommage à des personnalités. Il y a une innovation. Pour une fois, les prisonniers de la MACO vont sortir de la MACO pour venir exposer leurs produits dans un espace libre, en ciné droit libre. Nous avons aussi les concerts de clôture avec Youssoufa, mais avant Ahmed Faras, qui est un des artistes majeurs de Côte d'Ivoire que beaucoup ne connaissent pas, qui vont le découvrir. Nous rendons hommage à Black Soman à travers la reprise de sa chanson « J'étais au procès ». Nous rendons hommage aussi à Missa Ebié, cinéaste qui nous a quittés, avec la projection de son film au village du festival. Nous rendons hommage aussi à Hamidou Valiant. Une justice au Burkina Faso, au lendemain de l'insurrection populaire dotée d'une véritable indépendance, mais qui peine, selon les usagers, à répondre aux aspirations du peuple. Plusieurs dossiers, toujours dans les tiroirs, qui peinent à être jugés, à l'image du dossier de l'insurrection populaire, Norbert Zongo, Thomas Sankara et d'autres dossiers peu médiatisés. Le procès du Push au Burkina Faso est plus grave, ça fait 20 ans, le 13 décembre fera 20 ans que Norbert Zongo est assassiné et toujours pas de justice. Donc la question de justice est là présente et elle pose un vrai problème à l'Afrique d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de se penser sur la question de la justice. Donc c'est le thème de cette 14e édition. Cette 14e édition du festival Ciné Droit Libre qui sacrifie chaque année à la promotion et à la défense des droits humains ainsi que la liberté d'expression à travers le cinéma verra la présence du journaliste Claudicia et du rappeur français Youssoufa. Et puis Ali Bongo Ondimba, qui poursuit sa convalescence depuis le 29 décembre à Rabat au Maroc, a reçu la visite du roi Mohamed VI et les premières images du président gabonais ont été diffusées à l'issue de cette visite. Le roi du Maroc Mohamed VI a rendu visite lundi au président gabonais Ali Bongo Ondimba qui poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre à l'hôpital militaire de Rabat, de sources officielles marocaines. Au cours de cette visite, le roi s'est réjoui de l'état de santé du président Bongo, qui évolue favorablement de jour en jour, a ajouté cette source. Une photo de la rencontre a été publiée montrant les deux dirigeants assis dans des fauteuils installés autour d'une table sur laquelle sont posés deux verres et surmontés des drapeaux respectifs de leur pays. Vêtu d'un turban et d'une djellaba à rayures grises, le président Bongo y apparaît légèrement souriant et regardant le roi. La publication de cette photo, qui doit être suivie d'une vidéo, devrait faire taire les rumeurs persistantes et les fausses informations concernant l'état de santé de Bongo, certains allant jusqu'à le considérer comme mort. Le président gabonais était arrivé jeudi 29 novembre à Rabat pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier, après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyad pour une maladie qui reste officiellement inconnue. La première communication officielle a été donnée le 28 octobre pour annoncer son hospitalisation, la seconde le 11 novembre pour préciser qu'il était dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques après un saignement justifiant une prise en charge médico-chirurgicale en secteur hautement spécialisé. Une manière implicite de dire que son état de santé était sérieux. Mais à aucun moment, la présidence n'a révélé quel était le mal dont souffrait le chef de l'État. Seules des sources non officielles ont évoqué un accident vasculaire cérébral. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman poursuit sa tournée. Dimanche dernier, il s'est rendu à Nouakchott en Mauritanie où il a rencontré le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz pour signer une série d'accords portant sur la double imposition et la fraude fiscale. En Mauritanie, le Front national pour la démocratie et l'unité, parti d'opposition, a jugé dans un communiqué que le prince saoudien Mohamed Ben Salman n'était pas le bienvenu en Mauritanie, rappelant ses positions favorables à Israël au détriment des Palestiniens et les résultats catastrophiques de sa guerre au Yémen, mais aucune manifestation hostile n'a eu lieu comme cela a été le cas en Tunisie le 27 novembre dernier. Avec les dirigeants mauritaniens, le prince a présidé la signature d'accords portant notamment sur la double imposition et la fraude fiscale, ainsi que des mémorandums d'entente portant sur l'environnement d'une part et l'hydraulique d'autre part, sans aucune précision. Au cours de la cérémonie, le ministre saoudien de la communication Awad El Awad a annoncé la décision du prince de construire à Nouakchott un hôpital universitaire alliant plusieurs spécialités et devant porter son nom. Arrivé à Nouakchott à la mi-journée, le prince héritier saoudien était attendu en fin d'après-midi dimanche à Alger
où sa visite a suscité aussi des critiques. Le prince héritier saoudien est d'ailleurs arrivé dimanche soir à Alger, nouvelle étape de sa première tournée internationale depuis le meurtre au consulat saoudien à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il a été reçu lundi matin par le premier ministre algérien Ahmed Ouyaya, selon la présidence algérienne. Cette visite a fait l'objet de critiques d'intellectuels, de journalistes d'ouléma et de partis d'opposition, rappelant que le prince est soupçonné d'avoir organisé le crime abominable du journaliste saoudien. CAN féminine 2018, le Nigeria sacré champion d'Afrique en battant l'Afrique du Sud en finale. Les Super Falcons sont venus à bout de Bayana Bayana en finale lors des tirs au but 4-3. Et de 11, le Nigeria a maintenu sa domination sans partage sur le football féminin africain en remportant une 11e Coupe d'Afrique des Nations samedi à Accra, au Ghana, face à l'Afrique du Sud. Les Super Falcons ont ainsi décroché leur 3e CAN de rang, leur 11e au total, sur les 13 organisés depuis 1991. Bien sûr, nous sommes très heureux et je pense que nous avons eu de bonnes performances. Si on parle de défense, nous jouons parfaitement, mais nous devons aussi améliorer les joueuses offensives. Et c'est sur cela que nous devons travailler avant la Coupe du Monde. Les 2 seules Coupes d'Afrique qui ont échappé au Nigeria ont été remportées par la Guinée équatoriale en 2008 et en 2012. C'était un très bon match, c'est intéressant, nous avons réussi. Nous avons eu notre trophée qui était l'un des principaux objectifs de l'équipe après les qualifications pour la Coupe du Monde évidemment. C'était vraiment difficile, pas facile, mais on a quand même tenu le coup. Ça arrive, les meilleurs joueurs du monde, les Messi, les Ronaldo, ils ratent des tirs au but et ce qui me restait à faire, c'était d'encourager mes coéquipières à se battre jusqu'au bout. C'est l'esprit d'équipe. Je dirais comme nous le savons tous, nous n'avons pas joué de matchs amicaux, nous n'avons pas joué ensemble avant le premier match. Je pense que cela nous a affectés et vous pouvez voir qu'après le 2e, le 3e et le 4e match, c'est là que nous savons que les Falcons sont revenus et que nous avons montré au monde que oui, nous sommes les Super Falcons, géants d'Afrique. Nigeria et Afrique du Sud représenteront l'Afrique lors du Mondial 2019 en France du 7 juin au 7 juillet aux côtés du Cameroun, 3e du tournoi continental après avoir battu le Mali 4-2 lors du match pour la 3e place. Retour au Burkina Faso et on reste en sport. Le ministère des Sports et des Loisirs a lancé la journée sportive du Naouri dimanche dernier à Pau. Une première édition qui a regroupé plusieurs disciplines en compétition comme le tir à l'arc, la course cycliste féminine et un match de football. Plus de précisions avec Assami Tiamtouré. Cette journée sportive a débuté très tôt avec la compétition du tir à l'arc à la place de la Nation. Pendant ce temps, les dames se préparaient pour la compétition de course cycliste. Elles étaient 92 au départ pour une distance de 3 km 500 à parcourir 5 fois. Au bout de 2 tours, le peloton se disloque et à la fin de la compétition, c'est Arlette Sarré qui arrive la première en 36 minutes 48 secondes avec une vitesse moyenne de 28 530 km/h. Je suis très contente d'avoir apporté cette édition. Je remercie vraiment M. Daouda Zoupiou d'avoir organisé ça. Et aussi mon encadreur Herman Sarré. C'est grâce à lui que j'ai vraiment su révéler le talent qu'il y a en moi. Parmi les coureuses figurait cette dame très âgée qui a terminé la course. Elle a tenu à participer pour donner l'exemple qui va en droite ligne avec la politique du sport pour tous, ce qui entre dans les objectifs du ministre des Sports, Daouda Azoupio. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que les Burkinabés dans leur globalité puissent pratiquer ce sport pour avoir une population bien portante de façon à pouvoir optimiser donc le rendement. Donc, alors la journée sportive au Naouri consiste justement à lancer sur le plan national toutes ces activités-là de nature justement à permettre à l'ensemble des Burkinabés, où qu'ils soient, de pouvoir pratiquer pour que les techniciens puissent véritablement détecter les talents afin que nous puissions asseoir donc nos écoles de formation alors qui sont justement inscrites pour être très bientôt lancées. Dans l'après-midi, après la course cycliste, à la suite de la séance d'aérobic, place est donnée au football.
Enlevé de rideau, les journalistes étaient face aux anciennes gloires. Victoire des anciennes gloires, 3-1. La rencontre tant attendue a opposé l'équipe de forces de défense et de sécurité à l'équipe de la ville de Pau. Les FDS ouvrent d'abord la marque en première période. Ils aggravent le score en seconde partie, d'où le score de 2-0. Une première édition qui s'est bien déroulée dans l'ensemble et qui a tenu son pari, selon le ministre des Sports, Daouda Azoupio. Je tire un bilan hautement positif. La journée sportive du Naouri a tenu ses promesses et au programme, toutes les activités ont été tenues. Alors, je crois que dans l'ensemble, je tire grandement satisfaction eu égard à l'adhésion de la population. En vue d'inclure toutes les provinces dans la pratique du sport, Naouri n'est que la première et selon le ministre des Sports, cela va se reprendre au fur et à mesure partout au Burkina Faso. Et parlant de sport, cette citation avant de refermer ce journal, je cite: « Le sport, dès qu'on l'arrête, on régresse ». C'est une citation de Marc Pajot qui met fin à cette édition. Merci de votre attention.